merci, merci beaucoup. Je ne sais pas si le micro fonctionne, oui, c'est bon. Donc d'abord, je voulais vraiment remercier Marie Padilla pour son invitation, qui m'a fait très plaisir et que j'aurais préféré accepter sous ma casquette d'enseignant-chercheur. Je dois l'avouer que sur ma casquette de VP en charge du CA, parce que je pense que quand on a des responsabilités institutionnelles, on est toujours un petit peu déchiré et on aimerait être plutôt du côté de l'enseignant-chercheur parfois que du côté institutionnel. Mais bon, aujourd'hui je suis du côté institutionnel, donc j'ai pas du tout préparé quelque chose comme quand je parle en tant qu'enseignant-chercheur. Je me suis simplement interrogée, ça fait 1 an et demi que j'ai pris des fonctions institutionnelles dans une université publique, pluridisciplinaire, avec, et je pense que c'est là que c'est peut-être intéressant, un aspect sciences dures qui est important chez nous, c'est-à-dire qu'on a les SHS, on a le droit, l'économie, la gestion, on a également les sciences humaines et sociales du côté, vous le savez, de notre campus de la Victoire, mais on a aussi une université de sciences du vivant et de sciences physiques, de la matière, chimique. On a aussi tout le volet santé dans notre champ qui fait que les questions sont peut-être un peu différentes, j'y reviendrai. D'abord, je voulais revenir en sorte d'introduction, parce que ça m'a quand même pas mal questionné, et ça nous questionne en fait, hein, en tant qu'institutionnel aujourd'hui. En fait, c'est vrai, je regrette de ne pas avoir assisté à vos débats hein, sur ce concept, parce que c'est vrai qu'en France, il n'y a pas d'existence juridique précise de ce principe de liberté académique. C'est-à-dire que si on regarde dans la Constitution, c'est ce que disait Dominique tout à l'heure, il faut se rattacher à la liberté d'expression pour l'essentiel, pour essayer de trouver, si vous voulez, la base de la liberté scientifique, de la liberté académique. Dans des systèmes juridiques un peu plus récents, notamment dans le cadre de l'Union européenne, c'est assez intéressant de savoir que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a été adoptée en 2000, entrée en vigueur en 2009, a consacré dans son article 13, une liberté, alors comment c'est intitulé exactement, je l'ai noté, article 13, c'est la liberté des arts et des sciences, et l'article 13 nous dit les arts et la recherche scientifique sont libres, la liberté académique est respectée. Donc vous voyez sur des textes qui sont un peu plus récents, cette question s'est posée, a été constitutionnalisée, il n'y a pas eu beaucoup de contentieux là-dessus, si ce n'est, vous savez, des contentieux très intéressants mais qui n'ont pas été pris par le biais de l'article 13 sur les fameuses universités de George Soros en Europe de l'Est, avec des affaires vraiment très intéressantes, et je pense que c'est sous ce biais, dans ce contexte qu'il faut envisager cette liberté académique, c'est-à-dire pour rejoindre notre intervenant qui vient de parler, on n'est pas dans un contexte neutre aujourd'hui, on est dans un contexte où de plus en plus en Europe, on a des élections qui, les unes après les autres, consacrent des régimes qui sont, pour reprendre les termes qui viennent d'être consacrés, anti-universitaires, anti-scientifiques. Donc ça, c'est quand même une réalité. En France, vous le savez, pas plus tard qu'il y a 2 ans, je pense, il y a eu tout ce débat extrêmement tendu sur la question de l'islamo-gauchisme au sein des universités. Un débat qui a beaucoup clivé, et qui fait qu'aujourd'hui, au plan institutionnel, pour en avoir discuté avec notre président qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, dans une organisation comme France Université, on s'interroge beaucoup hein, sur c'est quoi la liberté académique aujourd'hui, comment peut-on faire en sorte de la consacrer avec plus d'évidence. Alors c'est assez ironique de savoir que la mission, je ne sais pas si vous êtes au courant de France Université, a été confiée à Mathias Bichra, président de Sciences Po, qui lui-même n'est pas docteur,
Donc c'est quand même assez révélateur, si vous voulez, d'une culture scientifique aujourd'hui qui reste quand même un petit peu à affirmer. Bon, c'est une petite pique, une petite boutade, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Il n'empêche qu'il y a une réflexion aujourd'hui, hein, Guillaume Gelé, président de France Université, était récemment écouté à l'Assemblée nationale pour le budget. Il a réitéré cette question de la constitutionnalisation de la liberté, des libertés académiques. Donc c'est une question, si vous voulez, qui intéresse de plus en plus, je le pense, le monde universitaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on sent bien qu'il y a un mouvement d'attaque de la liberté académique. Alors jusqu'à présent, ce qui est, j'ai envie de dire, avant les points de mise en question étaient assez facilement identifiables. Maintenant, j'ai envie de dire, ça vient de... C'est beaucoup plus diffus, et c'est ce que disait Dominique aussi, quand il dit, voilà, on veut inviter... Piketty et Julia Cagé, il y a un gros débat autour de leur bouquin, et ben on peut pas, ou on peut difficilement organiser ça parce que ça fait polémique de toutes parts, et en fait on ne peut plus garantir un lieu de débat serein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même compliqué de garantir la liberté académique d'un point de vue aussi de la sécurité. Et je vais y revenir parce que ça c'est un élément aussi important pour les enseignants-chercheurs qui exercent des libertés, des responsabilités institutionnelles. Donc je pense que la question que vous m'avez posée, on peut essayer de se poser des questions de deux points de vue différents. D'abord, je me suis dit peut-être que ce qu'ils veulent entendre, et je pense que c'était d'abord formulé un petit peu comme ça dans votre question, c'est quelle est la liberté académique des enseignants-chercheurs qui exercent des responsabilités institutionnelles. J'ai envie de vous dire que de plus en plus, en fait, la question elle ne se pose pas, parce que je ne sais pas, on verra ce qu'en pense ma collègue, mais de plus en plus, quand on a des responsabilités institutionnelles, on n'a pas le temps d'exercer sa liberté académique. Tout simplement parce que l'organisation est ainsi faite aujourd'hui que lorsque vous prenez des responsabilités institutionnelles de premier rang, vous n'avez plus le temps très peu de temps pour faire de l'enseignement et plus vraiment le temps de faire de la recherche. Ça, c'est un vrai problème qui nous dépasse, mais qui est très intéressant parce que, du coup, on est de plus en plus géré dans les universités par des universitaires qui ne sont plus des universitaires. Voilà. Et ça, je pense que, j'espère que je ne suis pas enregistrée, enfin oui, je suis enregistrée, mais de manière intempestive ces enregistrements, parce que quand même, je pense que ça, c'est si vous faites une carrière politique, aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire de la recherche, et donc vous vous éloignez de ce qu'est la recherche, et vous perdez de vue petit à petit ce qui fait dont vous devez être les garants, vous voyez, donc ça crée quand même quelques petits soucis, je le pense, de ce point de vue-là. Après, c'est à double tranchant parce qu'il faut aussi des gens qui connaissent les dossiers. Pour connaître les dossiers, il faut y passer beaucoup de temps. Exactement. Donc, je ne sais pas quel est l'idéal, mais vous ne pouvez pas en fait faire 4 ans, repartir, revenir, parce que moi, je vous le dis honnêtement, moi j'ai passé 1 an à essayer de comprendre ce que j'étais en train de faire. Ce qui est quand même un peu délicat parce que pendant ces 1 an-là, vous n'êtes pas en maîtrise totale des décisions que vous êtes en train de prendre. Donc on va vite passer parce que, en définitive, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sujets. Si ce n'est un sujet assez redoutable, à mon avis, Éric Masset n'est pas là, mais on aurait pu en débattre, un sujet assez important pour les chercheurs issus des SHS. Okay, quand vous êtes chercheur et que vous arrivez à des postes institutionnels, vous allez vous saisir de problématiques qui frisent vos champs de recherche, pour certains. Moi, je l'ai vraiment...
immédiatement, si vous voulez, expérimenter, puisque je suis spécialiste, entre autres, de questions migratoires. Je travaillais sur les questions de migration et de mobilité étudiante. Donc j'étais élue depuis 6 mois, je suis partie au Sénégal pour faire un colloque sur ces questions-là. Et j'avais besoin, si vous voulez, d'être très claire du point de vue du positionnement que j'avais. Et j'ai dit, je pars à ce colloque, mais j'ai ma casquette enseignant-chercheur. Je ne suis plus VP de l'université et je parle de mon point de vue de chercheur. Et étaient invités aussi des VP de l'université de Bordeaux, mais qui parlaient du point de vue de l'université. Et j'ai bien vu que là, si immédiatement je ne mettais pas la bonne casquette, eh bien très rapidement ça pouvait poser question. Et on le voit dans une équipe politique, souvent il peut y avoir des recoupements entre le sujet de recherche et le portefeuille dont on est en charge, d'accord? Et là, il peut y avoir des conflits d'intérêts, assez évidents, et je pense que ici, il y a des questions déontologiques qui aujourd'hui ne sont pas précisément posées, vous voyez, qui devraient être précisément posées. Parce que, voilà, quand il y a un appel à projet X ou Y, vous êtes VP, vous avez vos doctorants qui sont... Enfin, vous voyez, vous êtes forcément en position de maîtrise un petit peu du système. Et là, je crois d'ailleurs, on est en train de s'en saisir, d'essayer de voir quels sont... alors, on a besoin de spécialistes, vous comprenez, de spécialistes du genre pour traiter des questions de parité, de diversité, etc. Mais en même temps, ça pose certains problèmes d'avoir les deux casquettes à la fois. Donc ça, c'est le premier aspect du sujet. Le deuxième aspect du sujet, qui est beaucoup plus délicat à mon avis, c'est comment les institutions universitaires, et donc les enseignants-chercheurs, assurent la garantie des libertés académiques. Et ça, là aussi, c'est compliqué aujourd'hui, parce que cette garantie, si vous voulez, des libertés académiques, là aussi, hein, c'est pas hyper clair dans aucun texte d'organisation, etc. Donc oui, c'est des valeurs universitaires, ok, mais comment on fait en sorte pour les garantir, comment on s'organise pour les garantir, comment on fait en sorte de garantir, Dominique le disait, une politique scientifique ouverte, non orientée, alors même que de plus en plus on est financé par des projets qui sont dédiés et que les appels à projets en fait deviennent de plus en plus notre mode de financement normal. Hein, on est dans des universités publiques qui sont financées par une dotation de l'État, mais qui aujourd'hui pour l'université de Bordeaux c'est moins de 50% de nos financements. Le reste ce ne sont que des appels à projets sur des thématiques qui sont pour la plupart fléchées. Donc comment on garantit une liberté académique et un programme scientifique ouvert là-dedans? Ça devient compliqué, vous voyez. Ça devient d'autant plus compliqué lorsque l'université est normalement administrée par ses pairs, mais de moins en moins aussi, parce qu'on voit bien que l'administration, en fait, est de plus en plus, si vous voulez, aux manettes de beaucoup de décisions, hein, on s'en aperçoit, et que l'autonomie dont on bénéficie est une autonomie, en définitive, un petit peu de façade aussi, hein, quand on regarde comment se passent véritablement les choses, comment les universités aujourd'hui sont financées, etc. Et puis ensuite, ce à quoi on a été confrontés, nous, pour l'exercice vraiment très concret de la liberté académique, c'est que de plus en plus les enjeux sociétaux font que certains sujets de recherche deviennent vraiment très compliqués. Certains financeurs deviennent aussi très compliqués. Nous, à l'Université de Bordeaux, on fait de la recherche nucléaire, on fait beaucoup de recherches sur les énergies, on fait de l'expérimentation animale, et j'en passe. Et donc on va avoir, si vous voulez, des sujets qui vont devenir des sujets très polémiques,
on va se poser beaucoup de questions, de savoir, ben oui, mais où est-ce qu'on arrête la liberté académique? On met en avant cette liberté, mais en même temps, on met en avant l'intervenant prédécesseur parlait d'université engagée. On est une université engagée, on s'engage sur certaines thématiques, la parité, la diversité, les transitions environnementales. Est-ce qu'on peut sincèrement et voilà, prôner les transitions environnementales et puis financer voilà, une recherche sur le nucléaire, des recherches sur l'intelligence artificielle qui posent beaucoup de questions. Et donc, du coup, nous, pour essayer de se saisir de la question, on a réfléchi à la mise en place, en fait, d'une espèce de comité éthique et déontologie adossé au conseil d'administration, qui serait vraiment composé d'experts, de sages, de personnes extérieures au pouvoir exécutif de l'université et qui pourraient se saisir de ce type de questions qui ne sont pas, encore une fois, des questions abstraites, mais qui nous occupent quand même pas mal depuis, en tous les cas, depuis 1 an et demi que je suis à ces responsabilités. Et donc il y a vraiment une question qui est tout à fait sensible de ce point de vue-là. Et puis ensuite, au niveau de l'université aussi, le président de l'université est en charge de la sécurité des biens et des personnes de l'université. Et je pense que Dominique faisait peut-être allusion à ça. Quand on organise certains événements, désormais, c'est un peu nouveau. Hein. Je pense qu'il y avait ce phénomène, l'intervenant précédent l'a dit, une très forte politisation dans les années 70, ça s'est peut-être un peu tassé ensuite, et là on revient eh bien, à un contexte qui est de plus en plus explosif, vous l'avez connu je crois à Bordeaux-Montaigne, et qui fait que vous voulez organiser certains événements, et 3 jours avant l'événement, 4 jours avant l'événement, la préfecture vous appelle et vous invite à faire des réquisitions à la police si jamais la manifestation en question se passe mal, etc. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment de la liberté académique? Ben oui, c'est de la liberté académique. Si à un moment donné on ne peut plus organiser des événements parce qu'il y a des menaces de sécurité sur les personnes et les biens, ça pose véritablement question. Donc voilà, pêle-mêle comme ça, mon expérience et mes petites et modestes réflexions sur le sujet.